Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est tchadien, homme politique, ancien ministre. Il est aujourd'hui membre de l'IPDD, Initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Il se définit lui-même comme étant observateur engagé du changement social en Afrique et au Moyen-Orient. Achek Ibn Oumar, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette nouvelle invitation. Merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation. Juste au début de cet entretien, je souhaitais faire appel à votre mémoire. Nous sommes le 13 avril 1975, au petit matin. Il va se passer quelque chose qui aura un impact incroyable après sur l'évolution politique de votre pays. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé au petit matin du 13 avril 1975 ? Effectivement, ce jour-là, le 13 avril 1975, la ville de N'Djamena a été réveillée vers 4 heures du matin par une série de coups de feu. Au début, les gens pensaient que c'était des exercices de tir dans la mesure où ça avait l'air de provenir de la zone de l'école de police et des camps de ce qu'on appelait les CTS, la compagnie tchadienne de sécurité, qui était plus ou moins la garde prétorienne. Oui. Et après, on a vu des défilés de voitures dans les rues et on a pensé, les gens ont compris qu'il ne fallait pas sortir. Et vers 8 heures, il y a eu ce qu'on appelle traditionnellement le fameux communiqué numéro 1 qui disait que, lu par un général, qui disait que l'armée venait de prendre le pouvoir et que le président Tomalba était mort. En fait, il avait été abattu dans son salon dans des conditions assez troubles à cette occasion. Les coups d'État sont assez banals en Afrique, mais malheureusement, pour le cas du Tchad, ça a été un point de bascule qui nous a entraînés dans une espèce d'institutionnalisation, si j'ose dire, de la violence politique qui dure jusqu'à maintenant avec quelques périodes d'accalmie, mais dont les racines sont toujours présentes. Une forme de malédiction, finalement, qui s'est abattue sur votre pays après ce coup d'État et, on va le dire, l'assassinat du premier président installé au lendemain des indépendances. Pour l'anecdote, le défunt Tombalbaye avait un slogan qui circulait sous la forme de petits feuillets extrait d'un discours quelques années auparavant, dans lequel il disait parce que la contestation était très grande, déjà guérilla et opposition civile aussi. Il disait que les gens me reprochent de mal gérer le Tchad et ils soutiennent un changement par la violence. Mais quand je ne serai pas là, vous serez tous sur le chemin de l'exil. Ah oui. Et puis on lui prête aussi la phrase d'avoir dit qu'après lui, c'est peut-être le 4e ou le 5e chef d'État qui amènera une certaine stabilité. Bon, une forme de prémonition. Oui, on lui prêtait des choses comme ça. Et c'est vrai que si, avec le recul, il est toujours facile d'accabler les régimes en place ou les hommes politiques. Mais avec les reculs, moi, je pense que depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, non seulement les changements ont eu lieu de façon un peu précipitée, souvent dans la violence, mais souvent aussi les équipes qui se sont trouvées au pouvoir l'ont été de façon pas très bien préparées et dans des conditions très compliquées. Et souvent de façon inattendue pour les intéressés eux-mêmes. Donc c'est ce côté impréparation des équipes dirigeantes depuis l'indépendance jusqu'à présent que je pense qui est la cause principale de l'incapacité à résorber ces crises avec le temps. 43 ans plus tard, est-ce qu'il a laissé au moins un héritage, à part, on va dire, entre guillemets, cette malédiction du soulèvement populaire permanent et des mouvements insurrectionnels dans votre pays et dans la vie politique tchadienne? Vous savez, l'héritage dont l'homme veut être le plus fier, c'est ses enfants. Et de ce point de vue, on n'en parle pas beaucoup. Les enfants de Tomalbaye, c'est un grand héritage. Son fils, le défunt Dr Salomon Tomalbaye, était, je crois, le seul ou le second qui a refusé un poste ministériel et qui, à la conférence nationale, avait, alors qu'il était enfant quand les événements s'est passés, avait publiquement, au nom de son père, demandé pardon à tous qui ont souffert sous le régime de son père. Et les autres enfants aussi
ils sont dans l'anonymat et dans le dénuement total. Il n'y a pas de bien de Tomalba, il n'y a pas de sa famille qui se pavane quelque part. Ils vivent à l'intérieur, à l'extérieur, vraiment fondus dans la masse. Et je crois que ça tient aussi de son caractère parce que, bon, il descend d'une famille de notables Sara, oui. Et Majingai en particulier. Et c'est une communauté qui a des valeurs traditionnelles très fortes, symbolisées par le yondo, le rite d'initiation, oui. dans sa forme originale et non pas dénaturée par la suite. Le second héritage, c'est que, bon, avec le recul, oui. parce que quand il était vivant, comme tout régime africain, tout est mauvais. Oui. Avec le recul, on reconnaît que c'était un régime autoritaire, répressif, mais il avait deux qualités. Un, l'administration était professionnelle. Or, depuis cette époque, oui. il y a une déprofessionnalisation des institutions de l'État. L'armée, l'administration en général, même la justice, tout ça, c'est ouvert aux quatre vents. Les gens acceptent n'importe comment, sans qualification, sans respect des règles. Donc, il y avait une administration qui fonctionnait suivant des règles, suivant les compétences. Oui. Et puis, il y avait aussi la course vers l'enrichissement. Oui. Qu'on a connu par la suite. Bon, il était très sobre. Il paraît qu'il avait un plat traditionnel préféré, oui. Qu'il avait une vieille là qui lui faisait et qu'il ne mangeait que ça. Et puis les banques et tout ça. Donc, il y a ces deux côtés. Le côté une administration professionnelle et une sobriété, oui. Bon, qui va jusqu'à l'ascétisme parce qu'il était très dur, même vis-à-vis de sa famille, oui. ses ministres, vis-à-vis de lui-même. Il avait une certaine austérité dans son style de vie. Bon, il était d'éducation protestante aussi, oui. Il faut le dire. Bon, donc, c'est ce qu'on peut retenir à côté des erreurs, évidemment, assez graves qu'il a faites aussi et qui expliquent un peu son départ dans ces conditions dramatiques. Dans les conditions dramatiques. On va revenir au Tchad d'aujourd'hui et évoquer une situation qui a cours en ce moment. Votre pays va se doter d'une nouvelle constitution. Et la constitution est en cours de rédaction. Elle devrait être prête d'ici la fin du mois de mai pour être soumise et adoptée par le Parlement. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Il faut rappeler aux téléspectateurs que la constitution elle est issue d'un processus qui a été clôturé par ce qu'on a appelé le Forum national inclusif, des grandes assises nationales, la plus grande après la conférence nationale qui s'est tenue à la fin du mois de mars dernier. Oui. Et à d'entrée de jeu, le président, en ouvrant les travaux, a dit qu'il fallait passer à une nouvelle république. Quatrième république donne une nouvelle constitution. Oui. Bon, le problème, c'est que l'idée de réformer la constitution ou de tenir un forum, non seulement c'était une bonne idée en soi, parce que le pays va mal, il a besoin de réformes, mais surtout que c'est une idée qui a été initiée par l'opposition dès la crise électorale de 2016. Malheureusement, les résultats va plutôt aggraver la situation sans résoudre les problèmes. Il y a un proverbe chez nous en arabe tchadien qui dit ça veut dire en voulant aider la mariée pour son maquillage, elle lui a crevé les yeux. Et donc, en voulant régler le problème de la crise qui est réelle et qui est un calvaire quotidien pour le Tchadien, non seulement on n'a pas répondu à la crise, mais on a ajouté d'autres problèmes avec cette nouvelle constitution qui risque d'aggraver la situation. Et vraiment, il y a de quoi être très inquiet d'ici jusqu'aux élections législatives annoncées pour novembre 2018 et pour au-delà. On parle du forum qui s'est tenu. Vous disiez que c'était une initiative au départ de l'opposition. Et cette initiative, du coup, a été dévoyée par la majorité au pouvoir. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Qui, d'abord, l'avait rejeté au début. Quand l'opposition, dès 2016, après la crise électorale assez grave et qui a conduit à des morts et tout ça, un peu, pas directement lié aux élections, mais parce que concomitamment, il y a eu l'histoire du viol de la jeune Zouhoura, etc. Et donc, l'opposition avait
demandé pour sortir de ces crises qu'il y ait un dialogue national inclusif avec toutes les forces sociales et politiques. Et pendant des années, le gouvernement a traîné les pieds en disant non, c'est irréaliste, il n'y a pas de crise, on a déjà tenu la conférence nationale, c'est trop cher, on n'a pas assez d'argent. Et brutalement, on apprend à la radio qu'un comité technique a été mis en place, désigné par le Premier ministre, pour préparer donc ce forum et qu'on invite l'opposition et les syndicats à y participer. Évidemment, ils ont dit non. Mais pourquoi ils disent non? Les absents ont toujours tort, non? C'est vrai. Bon, pour les oppositions dans les régimes autoritaires, c'est un dilemme. Vous participez, vous vous faites manipuler et votre influence sur le output est faible. Vous ne participez pas, vous faites la politique de la chaise vide et votre influence n'est plus faible, mais elle est nulle. Donc, les choix sont très difficiles. Mais l'opposition n'a pas refusé le principe. Dans la mesure, c'est elle qui a initié l'idée. Mais elle a dit, si le gouvernement est d'accord avec notre idée, le Premier ministre n'a pas, lui, à désigner de façon administrative le comité qui doit préparer et définir les thèmes. Il fallait mettre en place, comme on l'a fait pour la conférence nationale, ou comme on le fait pour la commission électorale, il fallait faire de façon paritaire entre opposition et parti, qui détermine tous les aspects, la procédure, l'ordre du jour, les participants, et puis déblayer aussi le terrain pour les problèmes qui peuvent être un peu minés. Le gouvernement a passé outre ça et a voulu mettre les gens devant le fait accompli. Non, et ils ont désigné d'autorité certains membres du présidium, par exemple un des chefs syndicalistes, dont le mouvement a été obligé de faire un communiqué en disant mais on a appris ça à la radio, on n'est pas concerné par cette histoire. Donc, premier attache, ça a été un forum de discussion entre le gouvernement et ceux qui le soutiennent. Donc, quelques partis satellites, quelques cadres indépendants, quelques associations de la société civile indépendantes, mais qui étaient marginales, mais principalement dirigé par l'ancien Premier ministre et allié du pouvoir, etc. Donc, déjà, au niveau de la préparation, il y a eu ce ratage. Mais le plus gros ratage, c'est au niveau du sujet. Tout le monde est d'accord qu'il faut aller à l'arbre, à la palabre, en quelque sorte, parce que le pays va mal. Déjà, le premier problème pour les Tchadiens, c'est le problème alimentaire. Les Tchadiens, la réforme des institutions. Les Tchadiens les plus aisés, entre guillemets, n'arrivent pas à assurer les 3 repas. Et le Tchad, qui était claironné pour être un pays émergent, pour être la vitrine de l'Afrique centrale après le boom pétrolier de 2004, c'est un pays riche, maintenant il est classé par les organismes humanitaires comme un pays qui est en crise alimentaire, qui demande de l'aide alimentaire. Les écoles et les hôpitaux sont fermés les 3/4 du temps à cause des grèves. Il y a une rupture totale entre l'opposition politique, parlementaire, et le pouvoir. Il n'y a pas de dialogue. Donc, il y avait réellement une crise qui nécessitait une discussion. Et pour répondre à cette crise, on dit qu'il faut changer la Constitution, qu'on aille vers un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel dit intégral. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur le plan avec tous les pouvoirs dans les mains du président. Et puis après... on a parlé de découpage des régions. Qui deviennent des provinces. De changer les termes, de redonner plus d'allant aux chefferies traditionnelles. Il y avait quelques bonnes résolutions, telles que sur les femmes et les handicapés, tout ça. Mais la crise, ce n'est pas ça. La crise, elle est sociale, financière, je dirais même alimentaire et politique. Et là, la réponse... elle est complètement disproportionnée et sans compter que certaines résolutions sont positives, marginales mais positives, mais d'autres aggravent la situation, comme je le disais. Le verre est à moitié plein ou pas du tout? Ou à moitié vide? Au lieu de verre, il faut dire plutôt le baril de pétrole à moitié plein ou moitié vide. Parce que tout dépend du pétrole. La crise, elle a commencé, elle a couvé en 2014. Avec la baisse. Il y a eu 3 éléments. La baisse n'a été qu'un révélateur. Quel était le 3e élément? Les 2 premiers éléments les plus importants, c'était les gaspillages. Le président lui-même a reconnu à une de ses déclarations
que d'après ces estimations, il y a une déperdition de 30% des finances publiques dans les fausses facturations, les mauvaises gestions, les détournements, etc. Oui. Ça direct. Il faut voir aussi les effets indirects. Donc, il y a d'abord eu ce pillage de ressources pétrolières et à courte vue. Et le deuxième facteur aggravant, c'était la fameuse affaire Glencore. Oui. On s'est endetté en hypothéquant la production pétrolière. Oui. Et ce qui fait que quand le prix a commencé à chuter, ce qu'on récoltait suffisait à peine pour les services de la dette. Bon, là, il y a eu une renégociation mais le mal est déjà fait. Et la chute du prix du pétrole n'est venue que révéler. Parce qu'avec un prix de pétrole là-haut, on arrivait à combler au jour le jour en empruntant et en sacrifiant certaines d'écriture à droite à gauche. Oui. Mais là, le roi est nu. Alors, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on parle des conséquences, des résolutions de ce forum-là. Vous avez cité quelques conséquences. On va passer donc à une 4e République. Il va y avoir cette fameuse constitution en cours de rédaction. Et est-ce que le fait de passer par le Parlement pour adopter cette constitution, c'est quelque chose qui vous plaît, par exemple, vous? Bon, sur le plan strictement juridique, oui. Le Parlement, dans la constitution actuelle, il est prévu la possibilité pour le Parlement de modifier la Constitution, même le régime. Oui. Maintenant, sur le plan juridique, le Parlement peut changer la Constitution et même le régime politique, c'est prévu. Oui. Mais compte tenu de contexte très tendu, de manque de consensus national déjà, le fait de faire adopter un Parlement qui est ultra majoritairement en faveur du pouvoir, ça risque d'affaiblir la légitimité de la démarche et de faire le perdre sa crédibilité, sans parler du contenu même de la Constitution qui sera mise en place. Est-ce que vous aurez préféré qu'on passe par un référendum? Oui, il était préférable. Mais avant le référendum, il fallait d'abord trouver un consensus politique avec les forces de l'opposition. Parce que après on va aux élections, parce que si on va après la Constitution, on va aller aux élections parlementaires. Dans un climat de rupture, comment les élections parlementaires vont se faire? Et s'il y a boycott encore, on va se retrouver avec un Parlement complètement monocolore. Et s'il y a parti, etc. Et donc, est-ce qu'il faut le reporter? On va se trouver dans une situation très compliquée. Je pense que le référendum même est nécessaire pour donner de la légitimité, une certaine crédibilité, une certaine force historique à la Constitution. Mais avant les référendums, il faut, je pense qu'il n'est pas trop tard. Il faut à tout prix se faire violence, reconnaître qu'on s'est engagé dans une voie sans issue. Oui, dans une voie sans issue, et reprendre vraiment. On ne va pas refaire un autre forum quand même, monsieur Non, parce que, vous savez, on n'a même pas besoin en réalité ni d'un forum, ni même d'une concertation entre les partis politiques et le pouvoir. Parfois, une phrase du président peut débloquer la situation. Parce qu'on a besoin de symboles. Vous vous souvenez, après la guerre du Biafra au Nigeria, la fameuse phrase du général Gowon, il n'y a ni vainqueur ni vaincu au Nigeria, a vraiment été comme une pluie après la sécheresse sur la situation. Et comme la fameuse phrase de Mandela en Afrique du Sud aussi. On a besoin, et du côté du pouvoir, et il faut le reconnaître aussi, et du côté de l'opposition, vraiment de dirigeants qui se mettent au-dessus de la mêlée et qui disent des choses symboliques fortes et qui rassurent, apaisent et donnent l'espoir à la masse des gens. C'est ça qui nous manque le plus. L'espoir est permis, en tout cas dans le camp de la majorité, puisque qui dit 4e République pense évidemment au président Déby. Et désormais, dans la nouvelle Constitution, il est prévu que le mandat d'un chef d'État, c'est 2 fois 6 ans. Pas plus. Est-ce que nous nous apprêtons à voir encore le président Déby au pouvoir pendant 12 ans? Le schéma, c'est cela. Bon, évidemment, la vie des hommes est aux mains de Dieu. Nous sommes tous appelés à quitter cette terre. On espère le plus tard possible pour chacun d'entre nous, et je pense pour lui aussi. Mais le schéma qui est mis en place, c'est
c'est là, on remet les compteurs à zéro en quelque sorte, comme on tente de le faire au Togo, et comme Kabila tente de le faire en RDC, et on refait 2 mandats pour le président actuel. Et le problème, c'est qu'au bout de 2 mandats, ce ne sera pas forcément le fin mot de l'histoire, parce que le 2 mandats existait déjà dans la Constitution d'avant 2005, et elle a été modifiée. Qu'est-ce qui empêche qu'au bout de nouveaux second mandats, on ne sera pas encore amené à modifier la dite Constitution? Donc, les Tchadiens sont persuadés qu'en fait, on est dans une présidence à vie, avec une succession dynastique qui est en train de se mettre en place, avec la tentative de nommer un vice-président qui n'est pas pressé au forum, mais qui va sans doute revenir. C'est surtout cette image que les Tchadiens retiennent. Les législatives, vous le disiez tout à l'heure, c'est novembre 2018. C'est ce qui est annoncé. C'est ce qui est annoncé. Est-ce qu'il y a un risque de report? Pourquoi vous dites c'est ce qui est annoncé? Est-ce qu'il y a un autre risque de report? Parce qu'elles ont été déjà reportées à plusieurs reprises. Bon, le reporter, ce ne serait pas la solution parce que le Parlement actuel, il a épuisé son mandat depuis plus de 2 ans ou 3 ans pratiquement. Depuis 2015. Oui. Donc, les députés ont décidé de prolonger. Mais si ça devenait à répétition, ça perdrait complètement de sa signification, quoi. La date, ce n'est pas important parce que moi, je préfère que le gouvernement dise que la date est indicative. Parce qu'il n'est pas question de reporter, mais il faut préparer les conditions. Si on peut le faire en octobre ou en septembre ou en décembre ou même en janvier suivant, à quelques mois près, sans parler de report, si on peut créer de bonnes conditions d'apaisement politique, parce qu'on a surtout besoin d'apaisement politique. Croyez-vous vraiment à des conditions d'apaisement où tout d'un coup, majorité et opposition qui se sont regardés en chien de faïence pendant des années presque, et se sont invectivés, ne se parlent pas, vont tout d'un coup se découvrir un feeling d'amour et s'asseoir autour d'une table et parler au nom de quel intérêt? L'intérêt du peuple tchadien? C'est vrai qu'il y a des obstacles. Au niveau du pouvoir, vous savez souvent l'erreur qu'on fait, soi-disant démocrates africains, c'est qu'on pense que le pouvoir autoritaire s'use avec le temps. Or, la notion d'usure des pouvoirs, elle est vraie pour les pays démocratiques. Parce que quand en fin de mandat, l'opinion se rend que le président n'a pas rempli toutes ses promesses, etc., la popularité baisse, il risque de ne pas être élu. Or, chez nous, malheureusement, plus le pouvoir dure, plus il maîtrise les méthodes de manipulation, plus il achète des gens, plus il affaiblit l'opposition. Donc plus il dure, plus il gère mal, plus en fait il a des chances de durer. Et donc c'est vrai, les gens ont pris de mauvaises habitudes et on ne change pas une équipe qui gagne des milliards, même si le pays perd. Mais je pense que si l'opposition, parce qu'il y a un problème au niveau de l'opposition qui est trop dispersée, l'opposition extérieure comme pour le camp militaire et l'opposition militaire, et parlementaire, je veux dire, elle est trop dispersée. Elle est souvent aussi prise par le quotidien. Il y a cela. Du côté du pouvoir, les gens ils ne veulent pas lâcher. Parce que qui dit apaisement, les gens au pouvoir le conçoivent comme partage du gâteau. Le gâteau devient plus petit. Les demandeurs devenant plus nombreux, donc évidemment, ce n'est pas intéressant. Mais je pense que la société civile peut jouer un rôle d'aiguillon. Elle a montré à plusieurs reprises que vraiment, elle peut donner un coup d'accélérateur au processus démocratique. Et elle est très forte, malgré les difficultés matérielles, policières, autres, les organisations des droits de l'homme, les syndicats, les organisations des jeunes, etc. Et en fait, c'est eux qui actuellement tiennent la mobilisation citoyenne. Et je pense que si cet élan continue avec aussi le rôle de l'opposition politique, je pense que l'espoir est faible, mais il n'est pas nul. Quand vous regardez dans votre boule de cristal et que vous écrivez Tchad dessus, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois surtout un voyageur qui dort, épuisé, de soif, dans le désert et qui désespère, alors que s'il regarde l'autre versant de la colline, il y a le puits et l'oasis.
Dernière question, et j'aimerais une réponse courte. La 4e République dont on parle, quand elle se mettra en place, si elle était une opportunité pour Hachek Ibn Oumar de retourner dans son pays pour y vivre comme il le souhaite dans son cœur depuis des années maintenant, est-ce qu'il accepterait d'aller vivre dans cette 4e République? Bon, je ne veux pas personnaliser le sujet, Oui. parce que si on est à l'extérieur, ce n'est pas pour plaisir, c'est qu'il y a des raisons. Oui. Et souvent, des gens comme moi, c'est pour des raisons purement de sécurité, ce n'est même pas pour des raisons politiques. Oui. Et je peux rappeler aux Tchadiens que nous sommes une dizaine d'opposants à l'extérieur qui avons été simplement condamnés à mort par contumace par la justice. Donc la chose n'est pas simple, même si c'est dans une procédure complètement fausse, mais la décision est là. De ce point de vue, dans la résolution de Forum, il y a un point qui est assez intéressant. Ils disent qu'il faut reprendre le processus de paix. Oui. Et ils ont même recommandé justement l'amnistie par rapport à cette condamnation, oui. Mais c'est très marginal et on ne voit pas encore d'indices. Mais je pense que je peux parler pour l'ensemble des Tchadiens qui sont en exil ou bien qui sont dans les maquis. Oui. S'il y a des conditions de retrouvailles nationales au pays pour que on puisse terminer nos jours oui. dans une société apaisée, oui. Je crois que non seulement il ne s'agit pas d'accepter, mais il s'agit de le souhaiter, de tout sauver. Moi, je dis toujours aux jeunes qui pensent que nous sommes un peu à déclasser, oui. Je dis l'ancienne génération, la nôtre, elle a encore la responsabilité de faire la paix. Mais la jeune génération, elle a la responsabilité de construire la paix et de la viabiliser. Hachek Ibn Oumar, merci infiniment d'être venu nous voir dans l'entretien du jour. Je rappelle que vous êtes membre d'une plateforme panafricaine de partis politiques, d'organisations des sociétés civiles et de personnalités indépendantes contre la monopolisation du pouvoir et pour l'alternance démocratique sur le continent, l'IPDD. Merci en tout cas d'être venu dans cette émission dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.